Nous avons avec nous en visuel Stephen Guilbeault, député sortant du comté de Laurier-Sainte-Marie, ex-ministre de l'Environnement, on dit aussi ex-ministre du patrimoine canadien, mais je ne peux pas dire ex-cofondateur de l'organisation écologique Greenpeace. De tous ces titres, Monsieur Guilbeault, bonjour d'abord. Bonjour. De tous ces titres, il semble qu'il y en a un qui va rester collé avec vous pour la vie. En fait, je tiens à préciser que je suis toujours ministre, donc maintenant ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, ministre responsable de Parc Canada et de tout le volet nature, biodiversité. Donc, j'ai conservé une partie de ce que je faisais en environnement et également lieutenant politique pour le premier ministre du Canada au Québec. Et même en élection, vous avez ce titre de ministre parce que je vois que de temps en temps, même le Premier ministre se déshabille de son titre de Premier ministre. Non, en fait, nous sommes ministres, nous ne sommes plus députés puisque le Parlement a été dissous, mais nous sommes ministres jusqu'à la formation du prochain cabinet, donc après l'élection. Alors, on conserve, et je suis cofondateur d'Équiterre et non pas de Greenpeace, bien que j'ai travaillé à Greenpeace également. Alors, moi, j'ai voulu dire équitaire, vous m'avez troublé, Monsieur le ministre. Dites-moi, de tous ces titres-là, je reviens à la question, lequel qui va coller à vous pour le reste de vos jours? C'est une bonne question. Probablement, au-delà du titre, probablement le fait que j'ai dédié la majeure partie de ma vie adulte à la cause environnementale, que ce soit comme porte-parole chez Greenpeace, cofondateur d'Équiterre ou ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Je pense que cette association-là entre ce que j'ai fait, donc ma carrière essentiellement, et la cause écologiste va probablement ce qui va marquer le plus. Ouais. Mais quand même, vous avez passé au fédéral comme ministre de l'Environnement, ma foi, plus que 2, 3 années, n'est-ce pas, comme ministre? Presque 4 ans, presque 4 ans. Êtes-vous satisfait de votre bilan comme ministre de l'Environnement? Je dirais trois choses. D'abord, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'alors que notre économie est en croissance, que nous créons des emplois, nous en avons créé des millions au cours des dernières années, que la pollution diminue en même temps. Historiquement, si l'activité économique augmentait, la pollution augmentait. Et là, on réussit, on parle d'un découplement. Donc, en fait, nos émissions de gaz à effet de serre, la pollution climatique est à son plus bas niveau en 27 ans. Nous sommes en voie d'atteindre nos objectifs de 2030. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons fait des progrès, nous avons fait des pas de géant. Parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on arrive au pouvoir en 2015, nous héritons d'un cadeau des conservateurs où le Canada allait complètement dépasser son objectif de 2030 de plus de 30. Donc, avant même d'espérer pouvoir réduire sous les niveaux de 2005, il fallait éliminer cette pollution-là vous avez laissé les conservateurs, ce que nous avons fait. Et là, maintenant, notre niveau de pollution est sous les niveaux de 2005. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Il y a des progrès qui ont été faits. Même chose du côté de la biodiversité. Lorsque nous arrivons au pouvoir en 2015, le Canada protège à peine 1% de ses océans et ses espaces côtiers. Aujourd'hui, nous sommes à 20%, et tout ça, on le fait au cours des 10 dernières années. Alors, il y a eu des progrès importants qui ont été faits. Cela étant, en environnement, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Mais Monsieur le ministre, vous savez qu'il y a des critiques qui disent que la manière de calculer les gaz Les à effet de émissions, serre, euh, ça ne correspond pas toujours à toutes les façons de voir, n'est-ce pas? Il y en a qui disent que lorsque vous avez, exemple, des feux de forêt, ben oui, les CO2 comptent, mais lorsque ça repousse, vous avez un peu de difficulté, vous allez chercher le crédit là où il ne faut pas, et surtout lorsque vous avez ces gaz à effet de serre qui se dégagent à cause de ces feux, n'est-ce pas? Vous ne faites pas le calcul et donc qui remettent en question cette façon de voir pour dire que nous avons
beaucoup de progrès qui sont faits depuis quelques années. Honnêtement, les gens qui font ces critiques ne comprennent pas comment le système de comptabilité mondiale du carbone fonctionne, puisque le Canada, comme les États-Unis, comme l'Europe, comme l'Asie, la plupart des pays africains, les pays d'Amérique latine, utilisent une méthodologie qui est mondialement reconnue, qui est celle qui est développée par le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le fameux GIEC, donc qui est l'autorité scientifique mondiale sur ces questions-là. Cette organisation-là, qui est une organisation indépendante des gouvernements, émet des lignes directrices, donc des méthodes de calcul très détaillées sur comment calculer nos émissions de gaz à effet de serre, les différents gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, et les oxydes nitreux et les autres. Comment tenir compte des flux naturels, donc ce qui se passe au niveau de la forêt, les feux de forêt, lorsque, lorsque la forêt repousse, elle capte du carbone. Tout ça est défini dans des règles mondiales que le Canada suit à la lettre. Après ça, on peut dire, bon, ces règles mondiales-là, elles doivent être améliorées, elles doivent être corrigées. Ce que fait le GIEC, presque à chaque année, il y a des mises à jour qui sont faites parce qu'on développe de nouvelles méthodes de calcul, on comprend mieux certaines choses au niveau du climat, mais le Canada, comme la majorité des pays de la planète, suit ces méthodologies-là de façon, je dirais, quasi religieuse. Et puis, il y a la question des bourses carbone aussi, hein. À un moment donné, oui, on est en faveur, et puis à un autre moment, on abandonne la formule. Non, le Canada développe des méthodologies pour ces bourses-là. Euh, Nous avons un prix sur la pollution au Canada qui demeure, donc sur les grands pollueurs. Ce prix sur la pollution-là est 3 fois plus important en termes de réduction de la pollution que le prix sur la pollution qu'il y avait pour les consommateurs. Ce volet-là a été abandonné, effectivement, mais nous maintenons un régime de prix sur la pollution pour les grands pollueurs et même que le premier ministre Carney s'est engagé à resserrer les règles pour que les grands pollueurs en fassent plus en matière de lutte au changement climatique. Dites-nous, Monsieur le ministre, comment, parce que vous l'avez dit en début d'entrevue, qu'autrefois, lorsqu'on parlait de diminution de gaz à effet de serre, c'est que l'économie décroissait. Et Mhm. aujourd'hui, pendant que l'économie croît, ben oui, on a retenu, on a Une réduction. observé une Oui. diminution de gaz à effet de serre. C'est qu'on a réussi à allier progrès économique avec progrès écologique. Comment on a pu faire ça, Monsieur le ministre? Une excellente question et vous avez raison. Là. Historiquement, les seuls moments où les émissions de pollution diminuaient au Canada, c'était par exemple pendant la crise financière de 2008, récession économique que nous avons connue à quelques reprises au cours des dernières décennies, la pandémie de COVID-19. Mais c'est la première fois où, effectivement, alors que l'économie fonctionne à plein régime, notre pollution diminue. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Essentiellement, j'ai présenté en 2023 le premier plan de lutte au changement climatique de l'histoire du Canada, détaillé. Donc, chacune des mesures, que ce soit des investissements, des mesures fiscales comme la tarification carbone, des crédits d'impôt, des mesures réglementaires. Alors, chaque mesure est détaillée. C'est un document qui fait plus de 300 pages. Et pour chaque mesure, nous avons une estimation de la réduction de la pollution. Il y a une centaine de mesures que nous avons déployées au cours des dernières années. Et c'est grâce à l'ensemble de ces mesures-là que nous sommes aujourd'hui nous sommes capables de réduire notre pollution comme nous ne l'avons jamais fait auparavant dans l'histoire du Canada. Alors, moi, ce que j'ai toujours compris, que, enfin, depuis l'industrialisation du monde, n'est-ce pas, les moteurs tournent et on utilise Des des, des- combustibles. des- vraiment pour faire tourner ces moteurs, Mhm. ça prend, et que l'économie marche aussi, ça prend des gaz, ça prend beaucoup d'utilisation de fossiles, n'est-ce pas, pour faire tourner ces moteurs. Et donc, on a cumulé beaucoup de pollution. Et si on fait tourner les moteurs aujourd'hui encore et que c'est fait avec de l'énergie fossile, ben, on devrait avoir le même résultat, non? En fait, vous avez raison qu'au niveau des transports, nous sommes encore très dépendants de combustibles fossiles, essentiellement l'essence.
un peu le gaz naturel pour certaines applications. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, la production d'électricité. Or, notre gouvernement a légiféré pour éliminer l'utilisation du charbon pour la production d'électricité au Canada. Alors, ce sera interdit à partir de 2030 et honnêtement, il reste peu de juridictions au Canada qui utilisent toujours le charbon pour produire de l'électricité. Il en reste quelques-unes, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, un peu le Nouveau-Brunswick. Mais l'Ontario a éliminé la production d'électricité à partir du charbon, l'Alberta a éliminé la production d'électricité à partir du charbon, la Nouvelle-Écosse s'est engagée à l'éliminer d'ici 2030. Alors, ces mesures-là fonctionnent. Du côté des transports, il y a des progrès importants qui sont faits, par exemple, grâce à des investissements historiques dans les transports collectifs. Alors, il y a présentement au Canada plus de 450 kilomètres de métro en construction partout au pays. Donc, on pourrait pratiquement relier, en fait, on pourrait relier Montréal, Québec en métro si on mettait bout à bout tous les projets de métro qui sont en construction au pays. Le gouvernement fédéral a permis l'achat de milliers, juste pour le Québec, c'est près de 2000 autobus électriques. Alors, tous ces systèmes-là, qui auparavant auraient fonctionné, dans le cas des autobus certainement, auraient fonctionné au pétrole, qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité. Le fait qu'au Québec, une voiture sur quatre qui est vendue présentement est une voiture électrique ou hybride rechargeable, fait en sorte que nous réduisons au fur et à mesure notre dépendance aux combustibles fossiles, que ce soit dans le domaine de l'électricité, de la production d'électricité, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine industriel aussi. Le gouvernement fédéral a mis à la disposition des entreprises 120 milliards de dollars de crédits d'impôt pour aider les entreprises, que ce soit dans le domaine de l'aluminium, de l'acier, le ciment, à réduire leur utilisation de combustibles fossiles. Ce qui fait que, selon des rapports indépendants, la demande en pétrole au Canada va plafonner au cours des prochaines années. Est-ce que c'est 2027, 2028? Et là, va commencer à diminuer. Et parallèlement à ça, il y a une explosion de la production d'énergie renouvelable. Plus de 50 d'augmentation dans les 5 dernières années. Alors que si on regarde l'utilisation du gaz naturel, par exemple, il y a eu une augmentation dans la dernière décennie d'à peu près 8. Donc 8 d'un côté, 50 de l'autre du côté des renouvelables. Alors, c'est l'ensemble de ces mesures qui font en sorte que, et c'est vrai pour le Canada, mais selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande en pétrole mondiale devrait plafonner autour des années 2028-2029. Alors, cette tendance-là qu'on voit au Canada, on la voit aussi ailleurs dans le monde. Et parallèlement, pour utiliser votre adverbe, vous avez au sud l'homme le plus puissant au monde qui décide qu'il va faire revivre les voitures À à essence. l'énergie fossile, n'est-ce pas? Et au moins, il faut compter avec Donald Trump pour au moins les 4 prochaines années, si entre-temps on ne devient pas le 51e État des États-Unis. Comment on va contrer tout ça, étant donné la force, et puis on voit autour de lui, même si on dit que dans 4 ans, il ne sera plus là, mais il y a de nouveaux loups qui ne jurent que par Donald Trump. Comment on peut faire des prévisions à l'effet de continuer le beau travail qui est entamé ici au Canada pour dire qu'en 2035, on n'aura plus de nouvelles voitures à l'énergie fossile au Canada? Ben, effectivement, je suis le ministre qui a fait adopter la norme, donc le règlement fédéral qui interdira la vente de voitures à essence, de voitures neuves à essence à partir de 2035. Donc, les voitures à essence qui seront encore en circulation pourront continuer de circuler, les gens pourront les vendre, mais en termes de voitures neuves, ce sera interdit à partir de 2035. Comment est-ce qu'on poursuit ce travail-là? Ben, je vous dirais, il y a quelques éléments de réponse. D'abord, il y a encore beaucoup d'États américains qui sont très progressistes et qui poursuivent dans la lutte au changement climatique, dans l'électrification des transports, dans les investissements dans les énergies renouvelables. Pensez à l'État de New York, pensez à la Californie, pensez à les États du Nord-Ouest, donc l'État de Washington, par exemple, les États du Nord-Est également. Donc, il y a énormément d'États américains qui ont, par exemple, plus d'une vingtaine d'États américains qui ont leurs propres normes sur l'électrification des transports, donc pour les voitures zéro émission. Je rencontrais récemment, juste avant Noël, le ministre de l'Énergie de la Californie qui est quand même la 7e plus grande économie au monde, qui me disait, nous, on veut plus de Canada, on veut augmenter
notre collaboration avec le Canada parce que nous voyons les choses de la même façon, que ce soit sur le développement économique, les questions sociales et certainement les questions environnementales. Alors, donc, il y a cette collaboration-là qui demeure possible et qui est, à mon avis, essentielle avec les États américains, ou du moins plusieurs dizaines d'États américains, d'une part. D'autre part, je pense qu'il faut aussi travailler avec nos autres alliés au niveau international. Je pense à l'Union européenne, je pense au Japon, je pense à la Corée du Sud, je pense même à la Chine. J'ai été invité en Chine à l'été de 2024, 2023, pardon, suite à la conférence de la COP 15 à Montréal, où malgré des relations diplomatiques difficiles entre le Canada et la Chine, nous avons réussi à trouver des façons de collaborer sur les questions environnementales. Et là-dessus, nous sommes capables de dire, au-delà de nos différends, nous avons un intérêt commun à travailler ensemble là-dessus. On peut pas, il n'y a personne, même la Chine ne peut pas régler la question de la perte de biodiversité ou de la lutte au changement climatique tout seul, donc on doit travailler ensemble. Alors, je pense que cette collaboration internationale-là devient très importante, plus importante que jamais. Est-ce que, compte tenu des développements récents, vous regrettez le gouvernement fédéral avoir pris cette mesure contre les voitures électriques de la Chine avec des niveaux de 100%, me dit-on, n'est-ce pas? Les tarifs, ouais. Oui, Ben, de tarifs sur ces voitures-là. Est-ce que vous avez la possibilité de revenir sur cette décision? ce que je vous dirais, c'est que cette décision-là a été prise pour quelques raisons différentes. D'abord, comme vous le savez, les normes environnementales et les normes au niveau du droit du travail sont très différentes en Chine de ce qu'elles sont ici. Alors, il y avait une inquiétude quant à une certaine concurrence déloyale de la Chine, et notamment au niveau de la fabrication de voitures par rapport aux fabricants de voitures que l'on retrouve au Canada, où les standards environnementaux, les standards en termes de droit du travail et de droit de la personne sont beaucoup plus élevés. Euh, Cela étant, nous continuons d'avoir des discussions avec la Chine sur une série d'enjeux. Euh, il y a des différends, mais il y a quand même un dialogue maintenant qui est plus présent avec la Chine qu'il ne l'était il y a encore seulement quelques années de ça. Et maintenant, il y a autre chose dans la vie politique aussi. Là. Il faut prendre soin de ces minorités. Et ici au Québec, on a pas mal de difficultés. Je pense que le fédéral a pensé à aider les communautés noires, en tout cas le Oui. gouvernement qui est dissous à aider les communautés noires à voir à leur développement. Est-ce que, il y a des possibilités que ce programme se poursuive au-delà de cette campagne électorale? Donc, il y a deux grands projets, programmes phares que le gouvernement fédéral a mis en place. Le premier, qui est un programme de 1 milliard de dollars pour les entrepreneurs noirs, qui est maintenant un programme permanent. Nous nous sommes engagés à rendre ce programme-là permanent. Il y a un programme pour les organisations communautaires, euh, organisations sociales, organisations but non lucratives, que nous avons également déployé. Il y a un financement qui est prévu jusqu'en 2026. Donc, nous n'avons pas pris d'engagement pour rendre ce financement-là permanent, mais moi, je vais certainement travailler pour que, à tout le moins, le financement soit renouvelé après 2026. C'est un programme qui est très populaire. Mais celui pour l'entrepreneuriat noir, lui, ce programme-là, donc, qui est un programme d'1 milliard de dollars, je le rappelle, nous avons pris l'engagement de le rendre permanent. Monsieur le ministre, vous avez une équipe très efficace. On me fait signe que je dois mettre fin à cette entrevue car vous avez d'autres engagements, mais on se reprendra. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vous souhaite bonne chance dans votre campagne et puis certainement qu'on se reparlera, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Au Au revoir. revoir.